L'histoire vraie d'un incroyable sauvetage. Nous allons parler aujourd'hui du sauvetage d'un petit groupe d'enfants retrouvés au fond de la grotte Tham Luang en Thaïlande en 2018, où les enfants sont restés bloqués pendant 10 jours. La grotte de Tham Luang en Thaïlande est accessible pendant la saison sèche et se remplit souvent d'eau lors de la mousson, qui s'étale de juillet à octobre. C'est à cause des fortes pluies que des enfants membres d'une équipe de football se sont retrouvés pris au piège dans la grotte, où ils s'étaient réfugiés pour s'abriter de la montée rapide des eaux. Chiang Rai, nord de la Thaïlande, 23 juin 2018. Ce jour-là, les enfants avaient entraînement de football. Dans ce quartier, la plupart des enfants tombent vite dans la délinquance. Ils se mettent à boire et à fumer. C'est pour cette raison que des enfants adolescents ont monté cette équipe de football, pour les tenir à l'écart de la délinquance. Car malheureusement, la plupart de ces jeunes sont issus de familles défavorisées. La plupart de ces jeunes rêvent de jouer au Manchester United. Cette équipe forme une famille, même s'ils n'ont aucun lien de parenté. Ce jour-là, ils avaient prévu de visiter une grotte après leur entraînement. Pour eux, il n'y avait pas de meilleur endroit pour vivre une grande aventure que la grotte de Tham Luang. Leur entraîneur connaissait bien cette grotte pour y avoir été souvent. Après un bon repas, tout le monde partit en vélo, sous un beau soleil direction la grotte. Certains étaient impatients de découvrir la grotte, donc ils décidèrent de faire la course en vélo. En arrivant à la grotte, un panneau rappelle aux personnes que c'est dangereux, de juillet à novembre, à cause des inondations. Entrée interdite. Quand l'entraîneur et les enfants ont remarqué ce panneau, ils se sont dit « Nous ne pouvons pas rentrer ». Mais l'entraîneur, en réfléchissant, s'est dit « Le risque est de juillet à novembre et nous sommes au mois de juin. Et qu'en plus, la saison des pluies n'avait pas encore commencé. » Donc, ils décidèrent d'y rentrer. Mais avant, ils décident de faire une prière à l'esprit qui garde cet endroit. Dans les croyances, si vous rentrez sans lui demander la permission, il peut vous arriver un malheur. Ils sont finalement rentrés dans la grotte, émerveillés par le lieu. Ils devaient y rester qu'1 heure, car certains enfants avaient cours en fin de journée. Tout le monde s'amusait bien, discutait. Ils passèrent un excellent moment. Ils ont plaisanté pendant tout le trajet. Ça me faisait plaisir de les voir aussi heureux. Arrivé au niveau de l'embranchement, la voie de droite était impraticable au bout de quelques mètres à peine. Alors on a dû emprunter celle de gauche pour continuer. En arrivant à l'embranchement, l'inquiétude a commencé. Il y avait un cours d'eau. Certains avaient peur que la grotte soit déjà inondée et que cela les empêcherait de ressortir. Même si la grotte a toujours de l'eau toute l'année, elle est rarement en sécheresse. Un adolescent voulait faire demi-tour, mais ses camarades en blaguant lui ont répondu « Personne ne te retient, poule mouillée ». L'entraîneur a laissé le choix à son équipe, soit nous continuons, soit on fait demi-tour. Un vote a été ouvert pour que la majorité décide. Tous les autres ont choisi de continuer. Pour continuer leur aventure, ils ont posé leur sac à dos, enlevé leurs chaussures pour éviter qu'elles soient mouillées, et ils ont continué à s'enfoncer dans la grotte avec leur lampe torche. Cela faisait déjà 2 ans que je travaillais à Tham Luang. Le soir, je devais vérifier s'il y avait encore des gens à l'intérieur de la grotte. En général, la saison des pluies commence en juillet. Et là, on était encore au mois de juin. Je ne comprenais pas pourquoi il pleuvait. À partir de l'entrée, la grotte de Tham Luang s'étend sur une longueur totale de 10 km et 316 mètres. Quand la saison des pluies démarre, l'eau s'écoule depuis les montagnes. L'eau s'engouffre un peu partout. Il y a plein de trous dans la roche.
J'ai compté 11 vélos. Au départ, je pensais que c'était des adultes. Si on ne vous a pas vu entrer, vous pouvez rester coincé dans la grotte toute la nuit sans que personne ne s'en rende compte. Pendant ce temps, le groupe continuait à s'enfoncer dans la grotte, émerveillé par le paysage de la grotte. Voyant l'heure avancer, l'entraîneur demandera à faire demi-tour, car un des enfants avait un cours vers 17 heures. Il promit de les ramener dans la grotte une prochaine fois. En arrivant à ce fameux embranchement, tout était inondé. L'eau était montée très rapidement. Impossible d'avancer et de sortir de la grotte. Tout le monde était sous le choc, car il n'y avait qu'un seul chemin, et celui-ci était inondé. L'entraîneur prit la décision d'aller voir s'il était possible de passer. Il décida de plonger. L'eau était très trouble, aucune visibilité, impossible malheureusement de passer. Étant resté trop longtemps sous l'eau, l'entraîneur commença à manquer d'air. Il commença à secouer la corde pour que les enfants puissent l'aider à remonter. Les enfants tirèrent de toute leur force quand l'entraîneur reprit son souffle et annonça qu'il n'y a aucune issue. Tout le monde était sous le choc. Il était 18 heures et ils étaient toujours à l'intérieur. Mon supérieur a envoyé 2 autres employés sur place. On a quitté la première salle pour entrer dans la deuxième. On a crié pour qu'ils nous entendent, mais on n'a pas eu de réponse. Il y avait déjà beaucoup d'eau. Ils n'étaient pas non plus dans la troisième salle. J'espérais tomber sur eux au niveau de l'embranchement. Mais je n'ai trouvé que leurs sacs et leurs chaussures. En fouillant les sacs, j'ai trouvé leur téléphone. Mon cœur s'est alors arrêté. C'était des enfants. C'était complètement inondé. J'étais désemparé. Je ne savais pas comment sortir ces enfants de là. La première chose à faire, c'était d'aller chercher des secours. L'entraîneur essaya de rassurer son équipe et leur propose de commencer à établir un emplacement pour se reposer. Tout le monde commença à s'organiser pour la nuit. Pour les rassurer, il leur dira demain le niveau de l'eau aura baissé, nous pourrons ressortir de la grotte. Pendant cette première nuit effrayante, les enfants s'inquiétèrent surtout pour leurs parents. Pendant ce temps-là, les secours s'organisent et ce sont des commandos de la marine thaïlandaise qui vont aller explorer les galeries souterraines inondées. Mais l'accès est très difficile et dangereux. Ils nagent à contre-courant, dans le noir, la visibilité est quasi nulle et les passages sont très étroits par endroits. Ils risquent eux-mêmes de se perdre, il y a des cul-de-sac, ils risquent clairement leur vie. Les avancées sont très longues, la grotte possède plusieurs chambres et au 3e jour, ils n'ont pu atteindre que la 3e. Dans la chambre 9, l'entraîneur, Ek, garde son calme et rassure les enfants. Il fait tout pour éviter la panique. Quand il était petit, il a passé quelque temps dans un monastère. Là-bas, il y a appris la méditation. Alors il décide de leur apprendre cette pratique et ça va marcher. Les enfants vont réussir à se calmer et à faire descendre l'angoisse. Entre eux, il y a une véritable cohésion. Les plus grands rassurent les plus petits, ils sont vraiment comme des frères. Mais ils n'ont rien à manger et ils s'affaiblissent de plus en plus. Ils peuvent uniquement s'hydrater avec l'eau qui coule le long des parois rocheuses, et dans de telles conditions, leurs chances de survie sont estimées à 4-5 jours maximum. Le mental est très important, nous l'avons déjà vu dans des histoires précédentes, et que l'entraîneur en a tout à fait conscience, alors il va occuper les enfants, surtout occuper leur esprit pour qu'ils restent motivés et gardent espoir. Les premiers jours, ils exploreront donc la grotte en essayant de trouver une sortie. Le 4e jour, ils entendront un gros bruit sourd. Au début, ils pensent que ce sont les secours qui arrivent, puis d'un coup, une énorme vague arrive sur eux. Le niveau de l'eau monte à une vitesse effrayante. Alors ils se dépêchent de grimper sur des rochers et à partir de cet instant, ils sont sur une sorte de monticule dans la cavité. Ils commenceront alors à creuser dans la roche friable en se relayant à tour de rôle. Ils espèrent se frayer une issue jusqu'à l'extérieur et encore là, pour Ek, c'était aussi un moyen d'éviter que les enfants ne craquent psychologiquement. Il les occupe et il fera vraiment tout pour les protéger du mieux qu'il peut.
À l'extérieur, les secours tentent toujours de les retrouver, mais les moyens sont très limités. Ils n'ont que quelques cordes et quelques machines de pompage pour essayer de vider l'eau de la grotte, dans le but de faciliter l'accès aux plongeurs. Mais ça ne marche pas, le courant est beaucoup trop fort. Et c'est à ce moment-là que les médias du monde entier vont entendre parler de l'histoire et qu'ils vont relayer l'information. Le gouverneur lancera un appel à l'aide aux pays du monde entier à travers les médias. Un appel qui sera entendu puisque c'est pas moins de 8000 personnes qui viendront des 4 coins du monde. Des spéléologues, des plongeurs professionnels, des experts du Canada, de la Chine, d'Israël, d'Europe, d'Australie et tant d'autres pays. Tout le monde se mobilise pour essayer de retrouver les enfants. Mais plus les jours passent et plus l'espoir de les retrouver vivants diminue. Les plongeurs professionnels finiront par atteindre la 4e chambre, mais toujours personne. Puis le 5e jour, la 5e chambre. De leur côté, les enfants commencent à perdre espoir. Ils sont conscients qu'ils risquent de mourir. Et ils se sont même faits à cette idée. L'un des jeunes garçons dira que le corps du premier qui décédera servira aux autres pour se nourrir. Alors ça vous rappelle sûrement l'histoire des survivants des Andes, qui était également une collaboration avec Cana. Je vous mets le lien en barre d'infos si ça vous intéresse. Les piles de leurs lampes torches sont presque HS, et ils décident donc de les éteindre et de rester dans le noir complet. Et c'est seulement, ou plutôt, c'est enfin le 9e jour que 2 plongeurs trouveront les enfants et leur entraîneur. Dans le documentaire Netflix, on voit cet instant qui a été filmé et c'est vraiment très très émouvant. Tout le groupe est sain et sauf, et différents plongeurs vont se relayer pour leur rapporter des vivres, des couvertures de survie, et certains resteront même sur place avec eux, puisqu'il n'est pas possible d'évacuer les enfants. Et en plus, les conditions climatiques et la structure de la roche font que dans quelques heures seulement, l'accès à la grotte sera complètement inaccessible, et ce, durant 4 mois, avant que le niveau de l'eau redescende. Car nous sommes en pleine époque de la mousson, et la grotte est toujours inondée de juillet à novembre chaque année. Donc les chambres qui permettent de se ravitailler en oxygène durant le trajet, puisque le trajet est vraiment long, pour arriver jusqu'à la 9e chambre, eh bien les chambres seront complètement inondées et plus personne ne pourra ni rentrer ni sortir de la grotte. Et il est impossible d'évacuer les enfants car pour les atteindre, il faut parcourir 4 km dans les galeries où à plusieurs endroits tout est inondé et pour les plongeurs expérimentés, il faut 6 heures à l'aller et pour le trajet du retour, aidé par le courant, il faut 5 heures. Et bien évidemment, l'état de santé des enfants est tellement fragile qu'ils peinent à juste tenir debout. Donc là, le temps est compté, les secours n'ont que 4 heures pour leur faire parvenir le maximum de nourriture et de médicaments. C'est donc un sauvetage qui s'annonce extrêmement difficile vu les conditions. Et malgré tous les efforts, tout le travail en équipe des différents pays, les plongeurs ne pourront faire parvenir aux enfants et à leur entraîneur seulement l'équivalent de 3 jours de nourriture. Ce qui veut dire qu'il est plus qu'urgent de trouver une solution pour les sortir de là. 2 plongeurs vont rester avec eux ainsi qu'un médecin. Toute la cellule de crise s'organise pour trouver d'autres entrées, des galeries, des trous à l'extérieur qui permettraient d'atteindre les enfants par un autre endroit. En même temps, ils vont dévier le cours d'eau d'une grande rivière en amont pour diminuer les arrivées d'eau dans la grotte au maximum. Ils feront des barrages avec des sacs de sable, ce qui permet de limiter le débit d'eau, mais ça n'est pas suffisant malheureusement. Nous en sommes maintenant au 10e jour. Les secours tentent maintenant de forer afin de pomper l'eau souterraine pour ralentir la montée des eaux. Mais les forages échouent. C'est échec sur échec. Arrive maintenant le 11e jour. C'est le 5 juillet. Les enfants n'ont plus de vivres. Mais heureusement, enfin, un forage a réussi à atteindre une nappe d'eau souterraine. Le pompage peut donc débuter, ce qui permettra aux plongeurs d'apporter à nouveau des vivres aux enfants. Les conditions sont tellement difficiles que suite à une réunion entre tous les professionnels, les spéléologues, les plongeurs professionnels, les militaires, la décision est prise. Ils vont apprendre aux enfants à plonger avec le matériel. Les experts estiment qu'il faudra environ 4 semaines pour ça, pour que tout se fasse en sécurité. Car l'environnement est vraiment très dangereux, même pour des plongeurs professionnels, et on va le voir par la suite. Mais un autre problème se présente. Les sols où les tuyaux recrachent l'eau souterraine qui est pompée sont gorgés d'eau. Il faudra à nouveau trouver une solution, et là, tout le pays est solidaire et s'investit puisque les agriculteurs des champs de riz accepteront de sacrifier leurs rizières. Les tuyaux seront déplacés jusqu'à leurs champs pour que l'eau puisse s'y déverser. Cela permettra de faire baisser le niveau de l'eau et à partir du lendemain, les plongeurs pourront à nouveau retourner vers les enfants pour commencer à leur apprendre la plongée.
Mais les enfants sont terrorisés et les conditions pour apprendre la plongée sont vraiment très difficiles. L'eau est boueuse et puis ce sont juste des enfants, qui plus est coincés dans une grotte depuis 12 jours maintenant. Mais ça n'est pas le seul problème, puisque maintenant le taux d'oxygène a atteint un seuil critique dans la grotte. Il a trop baissé, et il reste grand maximum 1 semaine avant que ça ne soit fatal. Nous arrivons maintenant au 13e jour. Les pluies sont de plus en plus fortes. Les plongeurs continuent de poser des bouteilles d'oxygène le long du trajet dans chaque chambre, en prévision du retour des enfants. Mais un drame se produira, puisqu'un des plongeurs professionnels perdra la vie. C'était le 7 juillet. Il s'agissait de Saman Kunal, un ancien membre des commandos de la marine thaïlandaise. Et cet accident, ainsi que le taux d'oxygène qui est maintenant beaucoup trop bas, précipitera le sauvetage. Les enfants ont des difficultés à respirer et il n'y a plus de temps. Et comme si ça ne suffisait pas, une grosse tempête se prépare et les pluies vont être encore plus fortes. Et toute la grotte sera complètement inondée. Une lourde et difficile décision sera alors prise. Évacuer les enfants en les endormant. 1 plongeur par enfant, et chaque enfant devra avoir les mains liées dans le dos. Alors oui, ça peut paraître dangereux, et ça l'est, mais à cet instant, il n'y avait pas d'autre solution moins risquée. Le trajet sous l'eau est si extrême qu'un soldat commando de la marine est mort, donc des enfants affaiblis, paniqués, n'ayant jamais utilisé de matériel de plongée, certains ne sachant même pas nager, un seul geste pourrait être fatal pour les enfants et pour les plongeurs. Le taux de réussite de tous les évacués vivants est très faible, et notamment parce qu'ils sont très affaiblis. Certains sont même malades, et avec l'anesthésie et la basse température de l'eau, même avec les combinaisons, leur température corporelle va chuter, et le risque de mourir est vraiment très élevé, mais aucune autre solution n'est possible. Cela sera vraiment une décision difficile, tant pour les sauveteurs que pour les parents. Les sauveteurs expliquent dans le documentaire que psychologiquement, il leur a été très difficile de prendre les enfants endormis et de les mettre sous l'eau les mains liées. Symboliquement, ça a vraiment été très lourd à porter. C'est un sauvetage qui a marqué les plongeurs. Les enfants, eux, n'ont pas eu du tout conscience du danger. Les sauveteurs ont tout fait pour les rassurer et ils ont présenté ça comme un truc cool qu'ils allaient faire. C'est vraiment le terme employé par les enfants dans le documentaire. Entre la 3e chambre et l'entrée seront positionnés 200 secouristes pour s'assurer des constances des enfants tout le long du trajet. Tout le monde a vraiment travaillé main dans la main en communion avec comme seul but commun sauver tous les enfants et leur entraîneur. Et c'est le dimanche 8 juillet que le sauvetage commence. Chaque enfant prendra d'abord un comprimé pour se détendre. Puis un médecin leur fera une injection avant de les endormir. On les mettra ensuite sur le ventre et on leur liera les mains dans le dos afin de faciliter au maximum les plongeurs. Seul le trajet étant déjà très risqué. Dans la 8e chambre, un autre médecin est positionné et attend sur place, dans l'eau pour vérifier aussi les constances des enfants endormis. Le 8 juillet, 4 enfants seront évacués sains et saufs de la grotte. Le lundi 9 juillet, 4 autres enfants seront sauvés. Et enfin, le mardi 10 juillet, tout le groupe a été sorti de la grotte et tout le monde est vivant. Ils seront tous transférés à l'hôpital et ils y resteront 1 semaine en quarantaine. En effet, les risques de maladie étaient très importants après tous ces jours passés sous terre dans de telles conditions. Et tout le monde pourra sortir de l'hôpital le 18 juillet en bonne santé. En tout, entre le moment où l'alerte a été lancée et les derniers survivants évacués, cela aura duré 18 jours. Il aura été possible grâce à cette union entre différents pays. C'est vraiment beau et c'est une histoire qui m'a vraiment touchée. Encore un très bel exemple que l'humain peut faire de très belles choses quand il s'unit et quand il met ses compétences dans la bonne direction. Un documentaire a été réalisé qui s'appelle La Grotte et qui a reçu l'Oscar du meilleur documentaire en 2018. Et depuis peu, pour ceux qui ont Netflix, vous pouvez retrouver la série relatant cette histoire. Ce sont 6 épisodes. Le tournage s'est déroulé sur place et il a été réalisé avec les témoignages des enfants et des sauveteurs. Et il y a même des secouristes qui jouent leur propre rôle dans la série, dont un plongeur, Jim Warnaby, et ce dernier dit vraiment que la série est parfaitement en corrélation avec ce qui s'est passé. Et il y a aussi le film documentaire Les 13 rescapés, notre enfer dans la grotte, où l'on voit les enfants interviewés, les sauveteurs, les parents, le gouverneur qui a dirigé toutes les opérations. C'est vraiment un très beau reportage avec des images réelles filmées
qui sont impressionnantes et très émouvantes à la fois. Et je suis partie de là et de la série pour vous raconter l'histoire, car j'ai constaté que les articles sur internet diffèrent selon les versions. Voilà, merci à la belle Cana pour cette collaboration. Je sais que certains attendaient depuis un petit moment ce duo, j'espère que cela vous aura plu. N'hésitez pas à nous le faire savoir en commentaire. Pour ceux qui ne connaissent pas sa chaîne, si vous aimez les histoires de disparitions mystérieuses, les disparitions non résolues, Cana traite ce sujet avec beaucoup de respect. Je vous mets le lien de sa chaîne en description. Je vous laisse ici, mais on se retrouve très prochainement pour une nouvelle histoire. D'ici là, prenez soin de vous. Salut! Je tenais à remercier tout particulièrement Dakota Story pour sa collaboration avec ma chaîne, ainsi que sa confiance, et surtout pour son travail extraordinaire qu'elle fait elle-même sur sa chaîne. Pour ceux qui ne la connaissent pas, je vous invite à vous abonner à sa chaîne et à la soutenir. Merci beaucoup. Pour ma part, je vous souhaite une très bonne journée, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo, et surtout, prenez soin de vous.